je ne vais pas présenter celui que vous allez voir juste maintenant. Mais Laurent Couzon, son compositeur, et depuis de nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce festival Sœurs Jumelles. Alors, vous connaissiez Francis Lay, mais vous ne connaissez pas encore Laurent Couzon. Et maintenant, vous le saurez qui c'est, celui qui est aux côtés de notre invité d'honneur, de notre invité qui est là, qui arrive, voilà, l'aide et mettre en lumière les compositeurs, les créateurs, ces troisièmes auteurs d'une œuvre, puisque le scénariste, c'est le premier, le réalisateur, le deuxième, et le troisième auteur, c'est le compositeur. C'était l'idée même de Sœurs Jumelles, et donc je vous demande d'applaudir. Il est très timide, même s'il fait de la radio. Laurent Couzon, le compositeur de Claude Lelouch. Voilà. Bonjour à tous, bonjour. Merci beaucoup, merci Julie, merci pour ce festival incroyable où les compositeurs sont mis à l'honneur. Et croyez-moi, c'est pas souvent parce que c'est vrai qu'on est plutôt des gens de l'ombre, on travaille dans nos studios, derrière nos pianos et on n'a pas souvent l'occasion de parler de notre travail, donc merci pour ça. C'est le meilleur festival de musique et cinéma ever. Alors, chers amis, je vais me plier devant un exercice un peu particulier devant vous parce que je vais interroger un homme que je connais très bien depuis plus de 20 ans et qui, je le sais, est dans votre cœur à vous tous. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est pas seulement quelqu'un qui a changé l'histoire du cinéma, mais c'est aussi quelqu'un qui a changé l'histoire de la musique. En effet, le rapport à la musique dans les films ne sera plus jamais le même après les notes intemporelles d'un homme et une femme, ou encore la symphonie d'artistes des uns et des autres. Imaginez-vous, Francis Lay, Michel Legrand, Pierre Barou, Didier Barbelivien, Claude Bolling, Nicole Croisy, Charles Aznavour, tant d'autres ont mis en musique son cinéma, qui est un cinéma de la vie, de la vérité et de l'amour. Alors, je mesure l'honneur immense que j'ai de travailler à ses côtés depuis plus de 20 ans, mais plus encore peut-être la chance d'être son ami. Nous allons voyager ensemble au travers d'une cinématographie sans égale, libre, sincère, bouleversante, et parler de son rapport au compositeur et à la musique, qui est l'une des plus grandes passions de sa vie. Hommage. Hearts are passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love, though yesterday still surrounds you with a warm and precious memory. Maybe for tomorrow we can build a new dream for you and me, for you and me. When life is passing in the night, in
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Claude Lelouch. Merci Claude. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'être là à tes côtés. Et moi, je suis très heureux à chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer ceux qui sont allés voir mes films. Je sais que tu es déjà dans le cœur de tous les gens qui est ici. Alors aujourd'hui, je vais te poser quand même des questions que j'ai jamais osé te poser. Tu vois ? Alors, d'abord, un petit rappel. Excuse-moi, mais bon, tu nais le 30 octobre 1937 à Paris. Hein, tu es un enfant d'avant-guerre, en fait, issu d'une famille aussi qui va connaître l'antisémitisme. Mais comme tu le dis souvent, le pire n'est jamais décevant. Parce que grâce à ça, si j'ose dire, tu vas découvrir le cinéma sur les grands boulevards parisiens, car c'est là que ta mère te cache pour éviter les Allemands. Oui, alors c'est vrai que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Pendant la guerre, on a été recherché par la Gestapo et ma mère a eu la très bonne idée de me cacher dans les salles de cinéma. Alors pourquoi les salles de cinéma? C'est tout simplement, j'étais un enfant très turbulent, je ne tenais pas en place. Un jour, ils m'ont amené au cinéma et pendant 2 heures, je n'ai pas bougé. Donc ma mère a été fascinée, elle a dit on a trouvé la nurse idéale. Et donc pendant l'occupation, ma mère essayait de retrouver mon père qui était en Algérie. C'était très compliqué, on était recherché par la Gestapo. On n'arrêtait pas encore les Juifs dans les salles de cinéma. Et donc elle me confiait à des ouvreuses à 2 heures de l'après-midi. Elle venait me rechercher vers 6 heures. À l'époque, le cinéma était permanent. Et très vite, évidemment, j'étais dans le monde du rêve. Et comme on ne meurt pas d'une overdose de rêve, j'en ai profité, voilà. Et très vite, je me suis aperçu que les gens qui étaient sur l'écran, c'était les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais en plus réussis, en plus beau, en plus courageux, en plus intelligent. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que je fréquente ces gens-là un peu plus que les autres, voilà. Et puis quand la guerre est arrivée, on m'a envoyé à l'école. Et alors là, ça a été un cauchemar parce que je ne pouvais plus rêver. D'un seul coup, je retrouvais des hommes et des femmes qui étaient moins intéressants que ceux que j'avais vus sur les grands écrans. Et donc, j'ai séché les cours et j'ai passé ma vie à aller au cinéma malgré les professeurs. Voilà. Et à l'époque, comme je n'avais pas beaucoup de sous, je rentrais par la sortie de secours. Voilà. Et évidemment, quand on rentre par la sortie de secours, on rate le début du film. Et puis, comme il y avait des contrôles à la fin des séances, je partais avant la fin du film. Donc, j'étais obligé d'imaginer le début et la fin. Et puis, très vite, je me suis aperçu que c'était comme dans la vie. Nous sommes tous arrivés dans une histoire qui avait commencé avant nous et on sera obligé de partir avant la fin. Donc, je me suis aperçu qu'il fallait profiter du présent. Voilà. Donc, profiter du présent. C'est la seule chose qui nous appartient et qui n'a pas le temps de vieillir. Ce qui t'a donné vraiment envie de réaliser un premier film, c'est quand tu es parti en Russie, que tu as fait un documentaire et que là, tu as vu ce film qui a gagné la Palme d'Or après, c'est Quand passent les cigognes. Ça va être une révélation pour toi. C'est ce qui va vraiment te donner envie de faire du cinéma aussi, hein, ce film. Oui, enfin, tout était réuni pour que le cinéma... Au départ, je pensais être simplement reporter d'actualité. J'avais simplement envie de faire le tour du monde avec ma caméra. Et puis, à Moscou, en 1957, j'ai eu la chance, encore une fois, grâce au hasard, d'assister au tournage de Quand passent les cigognes, que vous avez peut-être vu, que certains ont vu. Et j'ai eu la chance de passer la journée sur ce plateau. J'ai même fait le making-of de ce tournage. Et ce jour-là, je me suis dit, qui est l'acteur principal? La caméra ou l'acteur? Et j'ai eu le sentiment que c'était quand même la caméra, parce qu'elle a tourné dans tous les films, elle est dans tous les plans. C'est un acteur invisible. Et je me suis dit, voilà, je vais apprendre à diriger cette caméra, ce microscope incroyable. Et grâce à ce microscope, j'ai eu envie de faire ce métier de metteur en scène. Voilà. Et depuis maintenant un peu plus de 60 ans, j'essaye de filmer
la vie, avec ses contradictions. Et c'est vrai que la vie, c'est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Et c'est ça que j'ai essayé de filmer. Voilà. Et comme les merveilles sont plus fortes que les emmerdes, je suis encore heureux aujourd'hui de préparer mon 52e film. Ah, c'est vrai que très vite, quand même, tu vas avoir un rapport particulier avec la musique parce que tu commences aussi ta carrière en réalisant les ancêtres des clips, c'est des scopitones. Tu bosses avec Claude François, Dalida, Sylvie Vartan et puis Johnny. Ouais. Oui, alors ça, c'est le gros cadeau de ma vie. Quand j'ai fait mon tout premier film, Le propre de l'homme, qui a été une catastrophe, qui a perdu tout, etc., je me suis retrouvé en bas de l'échelle et un miracle a fait qu'on m'a demandé un jour de faire un scopitone. Je ne savais pas ce que c'était des chansons filmées, c'est ce qu'on appelle maintenant des clips. Et puis j'ai vraiment eu une rencontre incroyable avec la musique. C'est à ce moment-là que j'ai compris et mesuré à quel point la musique allait jouer un rôle important dans ma vie. Elle a joué un rôle important parce qu'elle parle à notre part d'irrationnel. Je pense que nous avons tous deux intelligences, une intelligence rationnelle qui nous dit qu'on est mortel, qui a le sens des affaires, et puis on a une intelligence irrationnelle qui nous dit qu'on est là pour toujours. Et ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel, à notre inconscience, c'est la musique. Très vite, je me suis aperçu que ces quelques notes de musique, c'était mon médicament principal. J'ai grandi avec toute la musique d'avant-guerre et de l'après-guerre. Et très très vite, je me suis aperçu que je ne pourrais pas faire de film sans musique. La musique, c'est pour moi un acteur principal, important. Avec le rationnel, on vous fait rire et pleurer. Avec l'irrationnel, on vous file la chair de poule. La musique, c'est le langage du divin. C'est le langage du grand metteur en scène. Et puis la musique ne fait jamais de mal. Avec les mots, on peut dire des choses terribles, on peut faire mal. Mais jamais, même la musique, quand elle n'est pas très bonne, elle est encore extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai très vite compris que ce médicament principal allait faire partie de ma vie, voilà, et c'est pour ça que tous les films que j'ai faits sont des films très musicaux. Sont très musicaux, très musicaux. Alors effectivement, en 1960, là, tu réalises ton premier film, Le propre de l'homme. D'ailleurs, bon, tu as dit ce film a été un échec, mais c'est dire à quel point les critiques sont avisées, parce qu'il y en a un qui a dit Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Donc vous voyez, comme quoi il faut toujours les écouter. Mais alors très vite, toi tu es comme un boxeur, hein, tu te relèves après les échecs, et tu as bien fait, parce qu'en 1966, tu reviens avec ton deuxième film, et ça tout le monde le connaît, c'est Un homme et une femme qui aura des Oscars à la Palme d'Or. Et alors c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer le musicien avec lequel tu as le plus collaboré, un homme qui va aussi changer ta vie, c'est Francis Lay. Et tu peux nous raconter comment tu l'as rencontré ? Alors j'ai rencontré grâce à Pierre Barrault. Pierre Barrault était un chanteur avec qui j'avais fait justement un scopitone, ces fameux clips. Et Pierre, qui était un garçon extraordinaire, un merveilleux parolier, un merveilleux chanteur, et il avait une façon de repérer les gens. Et un jour, il m'a dit, tu sais, je connais un musicien qui s'appelle Francis Lay, avec qui je travaille, et c'est drôle, il fait de la musique comme toi tu filmes. Il faut absolument que je vous présente. Et c'est comme ça qu'un jour, Pierre Barrault m'a amené dans mon bureau, enfin disons, j'appelais ça un bureau, c'était ma chambre de bonne à l'époque. Et donc Francis Lay est arrivé avec son accordéon. Un accordéoniste, Francis Lay. Un accordéoniste, et puis il s'est assis sur une chaise, et puis il a commencé à jouer 1, 2, 3, 4, et puis j'étais au paradis. D'un seul coup, je me suis dit, ce monsieur va jouer un rôle très important dans ma vie, et comme c'était l'époque où je préparais l'histoire d'un homme et une femme. Et alors, quand est-ce qu'il t'a joué le thème d'un homme et une femme pour la première fois ? Alors, j'ai l'habitude de raconter mes films en premier au compositeur. Je raconte l'histoire d'une femme. Donc, Francis Lay était la première personne avec Pierre Barrault à qui j'ai raconté l'histoire d'un homme et une femme. Et après, je lui ai demandé de me raconter la même histoire avec des notes de musique. Voilà. Et donc, quelques jours plus tard, il me rappelle. À l'époque, Francis Lay habitait à Montmartre, dans une loge de concierge. Il n'était pas concierge, mais enfin, c'était une loge de concierge. Et comme on travaillait le soir, Francis Lay travaillait surtout la nuit. La nuit, oui. Voilà, donc on rentrait dans le lit sous les couvertures pour ne pas faire de bruit pour les voisins. Et c'est là où j'ai entendu pour la première fois les notes d'un homme et une femme. Sous une couverture. Sous une couverture, voilà. Dingue.
Et c'est drôle parce que ce jour-là, il m'a fait écouter une dizaine de thèmes qui étaient tous merveilleux. Mais je lui disais, écoute, c'est trop compliqué. On n'a pas trouvé, ce thème dont j'ai besoin. Il me dit, écoute, j'en ai un, mais j'ose pas te le faire écouter. C'était celui-là. Voilà. C'est fou. Et donc, sous ces couvertures, dans ce lit, à un moment donné, j'ai entendu les premières notes d'un homme et une femme, qui n'étaient pas finies, qui n'étaient pas élaborées. Non, et ce qui est drôle en plus, c'est que Francis me racontait qu'au départ, tu as aimé évidemment ce thème, comment ne pas l'aimer, mais au départ, il était prévu une version de ce thème très orchestrale, très arrangée. Et il se trouve qu'au moment de l'enregistrement, les partitions n'étant pas arrivées à temps, eh ben, ils se sont mis au piano en quintette, avec juste un piano Rhodes, basse, batterie, etc. Et c'est cette version, ensuite, qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde. Oui, non, mais la contrainte sollicite toujours l'imagination. Si vous voulez, la personne qui a joué le plus grand rôle dans ma vie, c'est le hasard. Le hasard, c'est un cascadeur, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui prend des risques et qui m'a toujours amené là où l'intelligence n'aurait jamais eu le culot d'aller. Voilà, donc si vous voulez, évidemment, avec Francis, dès qu'on a entendu ces petites notes, on s'est mis à travailler là-dessus. On a passé la nuit sous les couvertures et comme on n'avait pas les paroles de la chanson, on disait dabadabada, dabadabada, voilà. Et quand on a trouvé les paroles de la chanson, j'ai dit non, il faut garder ces dabadabada parce que ça permettra à tous ceux qui écoutent cette musique de mettre leurs paroles et leurs émotions. Voilà l'histoire d'une grande chanson. Et alors c'est à ce moment-là aussi que tu vas rencontrer une grande dame de la chanson française à qui on va rendre hommage aujourd'hui, c'est Nicole Croisille. Comment tu as rencontré Nicole ? Alors encore une fois, le hasard... Je partais en Allemagne en voiture à minuit parce qu'à l'époque, je m'occupais aussi des affaires de mon père qui venait de partir, de mourir, et donc je m'occupais aussi. Et puis j'allais voir un client en Allemagne. J'allais à Saarbrück, Paris-Saarbrück, c'était 6 heures de voiture. Et comme je n'avais pas envie de faire la route tout seul, je suis passé à Saint-Germain, au Bilboquet, qui était une boîte à l'époque. Oui. Je dis, je vais sûrement trouver un copain avec moi qui va m'accompagner pour cette virée en Allemagne. Eh bien non. Quand j'arrive dans ce Bilboquet, il y avait un piano-bar. Et derrière le piano-bar, Nicole Croisille qui chantait. Et elle chantait, et j'avais jamais entendu cette voix. Je la connaissais pas du tout. Et au bout de 20 minutes, je suis allé la voir entre deux chansons. Je lui ai dit, écoutez, vous avez la voix d'Anouk Aimée. Je prépare un film avec Anouk Aimée. Alors elle m'a pris pour un fou, elle croyait que je la draguais. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce mec, etc. Et je lui ai dit, écoutez, il faudrait qu'on se voit, que je puisse vous raconter cette histoire. Vous allez voir, vous êtes fait pour ce film, pour cette histoire. Et elle me dit, quand est-ce que vous voulez qu'on se voit ? Je lui dis, écoutez, là, je pars en Allemagne, je rentre demain. Elle me dit, si vous voulez, je vous accompagne en Allemagne. C'est drôle. Ah oui. Et Nicole Croisille est partie avec moi dans la voiture, en tout bien, tout honneur. Et pendant tous ces kilomètres qu'on a fait, on a chantonné. J'avais déjà le thème j'avais sur une cassette la musique, la maquette qu'on avait fait avec Francis Lay. Et donc cet aller-retour... Et après, le lendemain, je suis rentré avec Nicole Croisille. On est allé voir Pierre Barou et Francis Lay. Je leur ai dit, écoutez, j'ai trouvé la voix qui va accompagner notre film. Et évidemment, Pierre Barou connaissait Nicole Croisille. Et Nicole... Et Francis Lay est tombé sous le charme. Et puis, Nicole a fait la carrière que vous connaissez. Et c'est vrai, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on lui rende hommage. Et elle t'a accompagné toute ta vie aussi. Toute ta vie, comme Francis. Oui, parce qu'elle a tourné dans une dizaine de mes films. Elle savait tout faire, elle savait chanter, danser, jouer la comédie. C'était une femme merveilleuse qui avait tous les courages. Voilà, et je suis ravi qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Vraiment. Eh ben, on va justement lui rendre un hommage. Alors, on a la chance d'avoir avec nous une formidable chanteuse qui a enregistré pour nous quelques-unes des chansons de tes derniers films. C'est Roxane Terramorci. Alors, merci de l'accueillir. Si tu es d'accord, on va commencer, pour rendre hommage à Nicole et à Francis, par chanter la chanson de Vivre pour vivre, là qui est ton 3e film et qui est un magnifique thème de Francis que chantait Nicole. Voilà, Vivre pour vivre. C'est un hommage aussi à Annie Girardot et Yves Montand.
de la vie. Le combat que nous menons dissimule son nom au nom de la raison. On se déchire, on se débat si on voit en cela qu'on ne renonce pas. C'est vivre pour vivre. Pour vivre on répond présent quand on sent le présent qui nous semble impatient. À chacun sa vérité, le présent, le passé vont bien s'y retrouver. Mais si l'on garde le désir au moment de choisir de plaquer l'avenir, c'est vivre pour vivre. Quand de New York à Paris, on peut changer sa vie en 7h30. Quand de Paris à Amsterdam, on ne fait plus qu'un drame de la vie d'une femme. Et quand par orgueil ou passion, un voyage en avion remet tout en question, c'est vivre pour vivre. C'est vivre pour vivre. C'est vivre pour vivre. Alors c'est vrai que tu as trouvé avec Francis ton alter ego, hein, tu vas faire tous tes films avec lui, et avec une particularité d'ailleurs que tu garderas aussi toute ta vie, c'est, comme tu l'as dit, de faire composer la musique intégralement des films avant les tournages. Alors, donc le compositeur ne voit aucune image. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi tu fais ça ? Ben, je fais ça parce que j'ai envie que le compositeur puisse lui aussi rêver et apporte son imaginaire. Les images sont trop fortes. Quand on montre à un compositeur les images, on lui dit on va mettre de la musique sur ces images, il est forcément impressionné par les images et quelque part il fabrique des pléonasmes. Il répète ce que dit l'image. Moi j'ai envie que la musique dise autrement ce que moi je dis avec des images. Dans la vie on peut tout dire à condition de trouver la façon de le dire. On peut le dire avec des mots et on peut le dire avec des notes de musique. Voilà. La musique ne dit pas les mêmes choses que les mots. Les mots, ils ont le sens des affaires, ils sont dans le rationnel, ils nous expliquent que la vie est compliquée, difficile. La musique, non. La musique, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Et elle peut calmer ce négatif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. On le voit très bien aujourd'hui, les mauvaises nouvelles cartonnent, font plus d'audimat que les bonnes nouvelles. Voilà. Et le positif, c'est lui qui gagne toujours à l'arrivée. Car le monde s'est construit sur des catastrophes, sur des horreurs, sur des choses terribles, mais quelque part, le positif l'emporte toujours. Est-ce que tu dirais, parce que je trouve que ça pourrait être un bon adjectif, que Francis Lay fait une musique positive ? Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, toi aussi. Michel Legrand aussi, Mozart. Je veux dire que tous les grands compositeurs font une musique positive. Ouais. Je veux dire, ils sont dans le positif, ils sont dans le oui. Le oui est plus fort que le non. Le rationnel, lui, il est là pour nous expliquer tout ce qui ne va pas. Il est là pour nous faire peur. Il fabrique de nous des trouillards. La musique fait de nous des gens courageux, des cascadeurs. Voilà.
Et donc, c'est ce positif dont j'ai besoin. Moi, à travers mes films, j'essaye de vous faire aimer la vie, même s'il y a des salopards qui essaient de vous faire croire que c'est une saloperie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le positif est toujours plus fort. Et on voit très bien, en observant le monde, que le mal est l'inventeur du bien. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. J'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Donc tout ce qui m'a fait du mal m'a fait du bien. Et c'est le mal qui nous fait apprécier le bien. Et à ce moment-là, au moment où on arrive dans le positif, la musique est là pour sublimer tout ça. Elle est là pour sublimer et surtout, elle nous donne des forces. J'ai jamais vu une musique, même un requiem, ça donne la pêche. Je veux dire qu'on sort d'un requiem. Tu as fait un requiem merveilleux que j'ai utilisé dans mon dernier film et ça donne la pêche. Donc voilà, donc c'est ce côté positif. Je veux dire que la musique, pour moi, restera. Et regardez, aux enterrements, dès qu'on met un peu de musique, ça va mieux. Voilà, le voyage au paradis se passe mieux. Alors, c'est vrai que la musique va avoir tellement d'importance dans tes films, on aimerait tous les passer en revue, mais je veux évidemment parler des uns et des autres. Parce que là, c'est plus qu'un film, c'est un véritable opéra. Hein, parce qu'il n'y a pas seulement les musiques de Francis, il y a aussi beaucoup de musique classique, notamment évidemment le Boléro de Ravel, chorégraphié par Béjart. Et puis tu vas aussi demander à un autre grand nom de la musique d'écrire une partition, c'est Michel Legrand. Alors là, on ne peut pas imaginer deux personnalités plus différentes, à la fois musicalement et puis dans le caractère surtout, que Michel Legrand et Francis Lay. Alors, comment ça s'est passé leur collaboration? Parce que tu l'as renouvelé d'ailleurs dans d'autres films après. Encore une fois, c'est le mélange du rationnel et de l'irrationnel. Encore une fois, Michel Legrand restera sûrement un des plus grands musiciens de son temps. Là. Il a marqué ici à Rochefort avec le film de Jacques Demy. On sait à quel point il est important. Et j'avais très envie de faire un mariage entre cet immense musicien Michel Legrand et puis cet homme de la rue qui, avec son accordéon, inventait les plus belles mélodies qui soient. Je me suis dit, si j'arrive à marier ces deux-là, on va faire une musique absolument incroyable. Alors, au départ, évidemment, Michel Legrand n'a pas très, très bien compris, mais il est très vite aussi tombé amoureux de Francis Lay. Car on ne peut pas ne pas tomber amoureux d'un ange. Non, c'était impossible. Voilà. Ouais. Donc le mariage a marché. Et c'est vrai que la musique des uns et des autres a fait le tour du monde. Ça a été un carton. Et il y avait Michel Legrand, Francis Lay et Ravel, quand même. Hein, voilà. Donc j'avais quand même fait un beau trio. C'est le trio gagnant. Voilà, c'était mes Max Brothers à moi. Mais on va illustrer ce que tu dis parce qu'on va vous faire un petit medley de deux chansons des uns et des autres, avec une chanson de Francis Lay, le thème principal des uns et les autres, et puis cette merveilleuse chanson de Michel Legrand, Un parfum de fin du monde. Et vous allez voir la différence de style qu'il y a entre les deux chansons. On accueille de nouveau Roxane. Les uns et les autres, les uns ou les autres, si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre, malgré tous les discours, les appels au secours des autres, des autres. Sur terre ils se vautrent, les uns sans les autres. Des hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Écrivait George Orwell, c'est vrai pour il ou elle, ou l'autre, ou l'autre. M'en veux surtout
café désert, sans les cafés, les gares. Comment faire pour se retrouver demain? On s'endormira, puisque tout sera le grand sommeil dit. T'en fais surtout pas. Si je vois déjà les premiers oiseaux d'un après-guerre sur le fil de fer qui s'est barbelé au cœur des années. Quelle merveilleuse chanson. On arrive en 1988, déjà, tu vois, on passe le temps. Et là, encore un chef-d'œuvre absolu, encore un, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Alors ça, moi, je vais te dire, c'est peut-être ma musique préférée de Francis Lay, parce que il ose aussi aller vers une musique beaucoup plus symphonique, et puis aussi avec une forte inspiration de musique de cirque. C'était ta volonté, ça, sur ce film? Oui, parce que le personnage principal, interprété par Belmondo, Sam Lyon, vient du cirque. Ouais. Il a grandi dans un cirque, il a été recueilli par un cirque. Et donc, le cirque, c'est drôle parce que le cirque a joué un rôle dans ma vie avant le cinéma. Je veux dire, j'ai dû aller au cinéma à l'âge de 4 ans, mais à l'âge de 2-3 ans, je suis allé au cirque. Et j'en garde un souvenir ému. Enfin, je veux dire que c'est là où j'ai commencé vraiment à rêver. Donc, je voulais absolument que pour le personnage de Sam Lyon, le cirque joue un rôle très, très important. Et donc, Francis, qui savait tout faire, a su aussi sublimer la musique de cirque. Oui, absolument. C'est vrai que quand on pense au cirque à l'écran, on pense beaucoup aussi à Fellini. Et je sais que tu es un grand admirateur de Fellini, qui, comme toi d'ailleurs, demandait à Nino Rota de composer ses musiques avant les tournages. Je voulais te demander aussi les autres réalisateurs qui ont inspiré ta carrière. Moi, je les connais, mais j'aimerais bien que tu le dises aux gens parce que... J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces metteurs en scène qui n'ont pas d'intermédiaire. Chaplin n'avait pas d'intermédiaire. Ouais. Woody Allen n'a pas d'intermédiaire. Jacques Tati n'a pas d'intermédiaire. J'adore tous ces acteurs qui, à un moment donné, se lancent dans la mise en scène. Voilà, donc la liste est impressionnante. Kubrick, bien sûr, David Lean. J'ai une passion pour David Lean, qui a fait, avec Brève rencontre, une histoire d'amour incroyable, qui a sûrement influencé mon cinéma. Chantons sous la pluie, n'en parlons pas. Et puis, je voudrais rendre hommage à Walt Disney avec Blanche-Neige, qui a le même âge que moi. On est nés tous les deux en 1937, voilà. Et voilà, donc, si vous voulez, avant d'inventer une forme de cinéma, on tombe amoureux du cinéma des autres. On commence par voler avant de créer. Je veux dire, on est des voleurs tous les artistes du monde. À un moment donné, volent, et ce sont ces petits vols, et avec ces petits bénéfices du vol, que d'un seul coup, on se dit, tiens, on a envie de créer et d'aller un peu plus loin. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1 millier de films qui ont inventé l'histoire du cinéma, qui ont fabriqué l'histoire du cinéma, et j'éprouve un plaisir fou à les revoir. Vous savez, il y a les films qu'on va voir et ceux qu'on va revoir. C'est comme les gens, il y a ceux qu'on va voir et ceux qu'on va revoir. Donc, c'est avec ces films qu'on a envie de revoir
que l'histoire du cinéma s'est construite. Non, mais tu as raison. Et c'est vrai que alors, Claude est un amoureux du cinéma incollable. Il va au cinéma toutes les semaines. Il voit plusieurs films par semaine. Donc, c'est un infatigable curieux du cinéma. Et je crois que c'est exactement la même chose pour la musique. Moi, je dis toujours aux musiciens qui demandent quelle est l'inspiration pour écrire de la musique, c'est d'abord bien connaître la musique des autres. Parce que, d'ailleurs, Ravel disait « Il ne faut pas craindre d'imiter, car c'est en imitant que l'on saura si on a quelque chose à dire. » Tout à fait, ça va tout à fait dans mon sens. Et l'humanité, l'histoire du monde, s'est construite sur des hommes et des femmes qui, depuis des millénaires, inventent, réinventent, créent. On n'est rien d'autre qu'un maillon et on essaye que ce maillon tienne le coup, quoi. Voilà. Ouais, bien Il y a sûr. des maillons qui vieillissent un peu mieux que d'autres, quoi. On va chanter un extrait de la BO d'Itinéraire d'un enfant gâté. Qui me dira, encore une chanson qui a été chantée par Nicole Croisy et par Francis Lay. Absolument. Qui viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière? Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière? Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique? Qui viendra me faire jongler parmi les ballons pathétiques? Des fois, je panique. Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez rouge et le cœur en larmes? Qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme? Parmi tes 51 films, Claude, un jour tu m'as dit, moi mon film préféré c'est Hasard ou Coïncidence. Et sur Hasard ou Coïncidence, tu as aussi collaboré avec un autre grand du jazz, c'est Claude Bolling. Comment ça s'est passé? Eh ben, alors, comme toujours, vous savez, on aime ce qu'on admire. Et donc, Claude Bolling était un jazzman absolument incroyable. Et j'avais très, très envie. On s'était croisés plusieurs fois en se disant un jour, on va faire un film ensemble. Et quand j'ai pensé à Hasard ou Coïncidence, j'ai pensé à Claude Bolling. Voilà. Donc, on s'est rencontrés. Et effectivement, il a composé un morceau absolument incroyable. On va en écouter un extrait. On va l'écouter un petit peu. Ouais. Mais tu dis souvent, j'aime le jazz parce que mon cinéma, c'est un peu ça, des figures libres et des figures imposées. Parce que dans le jazz, on pose un thème et puis après, on fait des chorus, on s'amuse dessus, on improvise dessus. Et c'est comme ça aussi que tu construis ton cinéma. C'est exactement ça. Ouais. Dans la vie, il y a ce qu'on a envie de dire et puis il y a ce qu'on dit. Vous savez,
c'est fou. On écrit tous le scénario de notre vie, mais la vie a tellement d'imagination qu'elle nous oblige à un moment donné à avoir le sens de l'improvisation pour pouvoir faire face à ce qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, la seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses se passent jamais, jamais comme on les avait imaginées. Jamais. C'est toujours un petit peu plus ou un petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Eh bien, le jazz, c'est ça. C'est n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, avec le jazz, chacun peut, à un moment donné, nous faire part de son humeur, bonne ou mauvaise, de ce qu'il a à dire. Et c'est vrai que si demain matin, vous avez un dîner avec une dame que vous avez l'intention d'épouser, vous dites, bon, ben, à un moment donné, je vais la demander en mariage. Voilà. Donc, vous avez prévu, on écrit les dialogues. Ça, c'est les figures imposées, on dit à un moment donné. Et puis, il se trouve qu'elle arrive avec une heure de retard, elle est de mauvaise humeur, elle ne sourit pas, etc. On ne la demande pas en mariage. Voilà. C'est ça, le jazz. On va écouter ce thème de Claude Bolling. En plus, c'est une de mes répliques préférées de tes films, parce que le rôle du pianiste qui est joué par Arditi, ils sont à table, justement, c'est une rencontre amoureuse, et là, la femme lui dit « Mais alors, quel est votre signe astrologique ?» Et Arditi dit « Piano, ascendant jazz ». Et on entend ça. Écoutez Bolling. Big band, ça barre là. Oh là là. C'est son truc. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Voilà, sublime. Quelques notes de Bolling. Écoutez, cette BO, elle est dingue, parce que c'est pareil, là aussi, il y a cette confrontation entre les musiques très jazz de Bolling et puis les thèmes de Francis qui sont beaucoup plus romantiques comme il sait le faire. Et c'est ce qui crée la magie de la BO de ce film. Oui, oui. Non, mais encore une fois, la vie est un mélange de genres. Et donc, j'adore dans mes films pratiquer ce mélange de genres avec les compositeurs. Vous savez, le talent d'un metteur en scène, c'est de trouver des gens de talent et de créer une harmonie avec leur talent. Je veux dire qu'un metteur en scène, c'est celui qui a le moins de talent. Et comme il n'a pas de talent, il cherche des gens qui ont beaucoup de talent. Mais après, son talent à lui, c'est de créer une harmonie pour pas qu'ils se disputent entre eux, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de rêver. Le monde dans lequel on vit, s'il n'y avait pas le rêve, s'il n'y avait pas tous ces artistes, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que les artistes, on est les chouchous du bon Dieu. On est là pour vous faire rêver, voilà. Et donc, comme on ne meurt pas d'une overdose de rêve, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en profite et profitez-en. Alors justement, on est en l'an 2000 et moi je suis un jeune compositeur qui monte à Paris avec plein de rêves dans la tête. Alors je suis déjà un fan inconditionnel de Claude Lelouch. Et puis comme ceux qui veulent faire connaître leur musique, je vais frapper à la porte des grands musiciens que j'admire. Et figurez-vous qu'il n'y en a qu'une qui s'ouvre au dernier étage d'un appartement, là, face au Trocadéro. C'est un homme souriant, modeste, qui m'accueille dans un studio où l'accordéon remplace le clavier d'un piano, où les récompenses et les disques d'or sont accrochés au mur. C'est Francis Lay. Alors, moi, je faisais à l'époque beaucoup de jazz, notamment avec notre ami Didier Lockwood. Et Francis a évidemment une bienveillance qu'il a avec tout le monde, mais il a une bienveillance à mon égard que je ne pourrai jamais oublier. Quelques mois après, il me rappelle et il me dit « Tu sais, sur le prochain film pour Lelouch, il y a pas mal de chansons de jazz et je cherche un arrangeur et je me suis dit que ça pourrait être un boulot pour toi. » Alors évidemment, moi, je n'ai jamais oublié ce jour
parce que mon cœur battait à 200 à l'heure quand j'étais rencontré pour la première fois chez Francis. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, oui, parce que je me souviens surtout de ce qu'il m'a dit avant que je te rencontre. Il m'a dit, écoute, je vais te présenter un garçon qui pourrait un jour me succéder. Voilà, ça me suffisait. Ça me suffisait. Puis après, tu es rentré avec ton petit sourire. Et puis, quelques notes de musique qui m'ont enthousiasmé. Voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble et qu'on va encore travailler ensemble. Alors, on enregistre les magnifiques chansons de Francis Lay, c'était au studio Guillaume Tell. Et puis, on joue même en live sur le plateau de tournage. Parce que ça, c'est une chose que tu adores aussi, c'est que la musique soit prise en direct sur le plateau. Ouais, c'est pour ça aussi que tu aimes bien faire jouer la comédie aux musiciens. Parce que ça permet qu'ils jouent en direct la musique et que tu l'enregistres. Le playback a quelque chose de désagréable. Et c'est vrai qu'au cinéma, à un moment donné, très, très souvent, les musiciens ont joué en direct, d'ailleurs, sur leur propre musique. C'est ça. Là, ce qui fait qu'à un moment donné, on sort des sons qu'on n'aurait jamais eu le culot d'inventer. D'inventer, ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur ce premier tournage, là, Le courage d'aimer, tu me dis, toi, tu as un peu une tête d'acteur, faudrait que je te fasse jouer un jour. Et puis, quelques années plus tard, tu m'as appelé pour ton nouveau film, Ces amours-là, où je faisais de nouveau les arrangements de Francis. Et pour la première fois, tu me demandes de te proposer aussi à mon tour des musiques. Et non seulement ça, mais tu me dis, tiens, le rôle principal masculin du film, c'est le rôle d'un musicien. Eh ben, j'aimerais bien que tu le joues. Ben oui, encore une fois, si on peut éviter les intermédiaires et les raccourcis, on gagne du temps. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de piano dans ce film. Et je me suis dit, ça serait dommage qu'un acteur fasse semblant de jouer. C'est toujours désagréable quand on voit des acteurs qui font semblant de jouer du violon, de la batterie ou du piano. Et donc, comme le piano était peut-être le héros du film, oui, oui. Je t'ai demandé gentiment de faire l'acteur. On a fait quelques essais. Oui, absolument. Et puis, ça a fait une musique merveilleuse et un film merveilleux aussi. Voilà. Donc, encore une fois, mon instinct a été plus fort que mon intelligence. C'est vrai qu'on a enregistré beaucoup des musiques en direct sur le plateau. Et puis même, pendant la séance d'enregistrement, Claude tournait une séquence qui va être dans le film. On va la regarder, par exemple, ça c'est la vraie séance d'enregistrement au studio d'Avou, de la musique du film, mais qui est également dans le film. Vous allez voir tous les personnages. On regarde un extrait. Voilà un petit extrait de la BO de Ces amours-là. Et je te propose d'ailleurs qu'on chante la chanson avec Roxane. Quelle bonne idée. Et d'ailleurs, cette chanson, ça, c'est les miracles qui arrivent sur ton plateau parce que j'avais préparé le thème qui a été décliné parce que tu aimes bien, on travaille de cette façon. Claude dit, la musique, c'est d'abord un thème, c'est vrai. Et c'est ces déclinaisons, les différents arrangements. Et là, petit miracle, sur le plateau, on chantait cette chanson avec Audrey Dana et on n'avait pas vraiment les textes et on a un peu improvisé les textes. Et en une prise, c'est cette chanson et ces textes qui sont restés à la fois dans le BO et dans le film. Hein ? On va l'écouter ? On l'écoute. Allez. Roxane. Qu'il va faire beau malgré les nuages. Rêvons de pays nouveaux, partons en voyage. Partir sur votre bateau me paraît peu sage. Ça me semble un peu trop tôt, je crains le naufrage.
Alors là, je tombe de haut, petite sauvage. Mon amour est sans écho, et c'est bien dommage. Ces amours-là, c'est vrai, ont marqué nos mémoires. Mais maintenant, d'un seul sourire, la vie donne un nouveau départ. Ces amours-là, c'était comme un jeu de hasard. On a joué gros, on a perdu du temps, mais on a gagné l'espoir. Cessez votre numéro et passez au large, car je suis de ces oiseaux qui détestent les cages. Qui a parlé de l'assaut ou de prise d'otage? Je n'ai parlé que d'un seul mot, celui de mariage. Alors là, je dis banco, je pars sans bagage, Car je sens qu'il va faire beau malgré les nuages. Ces amours-là, c'est vrai, ont marqué nos mémoires. Mais maintenant, d'un seul sourire, la vie donne un nouveau départ. Ces amours-là, c'était comme un jeu de hasard. On a joué gros, on a perdu du temps, mais on a gagné, on a gagné, on a gagné l'espoir. Ça nous ramène quelques années en arrière. Quel souvenir. Eh oui, eh oui. Alors, comme tu es très fidèle, en amitié comme dans le travail, je vais avoir la chance de travailler sur tous tes films depuis, soit comme compositeur, chef d'orchestre ou acteur. Et puis, en 2018, notre cher ange gardien, Francis Lay, nous quitte, discrètement, tout en pudeur, hein, comme il l'était. En bouclant la boucle finalement, parce qu'il a repris son thème d'un homme et une femme pour Les plus belles années, qui raconte les retrouvailles d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant 40 ans après. Quel destin incroyable vous alliez tous les deux, hein, jusqu'au bout. Oui, alors à un moment donné, vous savez, moi j'ai rien prévu. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Et donc je me suis toujours laissé porter par les événements. Et puis un jour, effectivement, on s'est aperçu que Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et moi, on était toujours là, on était toujours vivants. Et on s'est dit, ça serait formidable, puisqu'on a la chance d'être encore là, 50 ans après, d'essayer de faire la suite d'un homme et une femme. Voilà. Et donc, je me suis amusé à filmer ces retrouvailles entre Jean-Louis et Anouk, qui ne s'étaient pas vus depuis 50 ans. Voilà. Enfin, qui ne s'étaient pas vus dans mes films. Voilà. Donc, on a continué l'histoire d'un homme et une femme 50 ans plus tard. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ce genre de choses était possible, tout simplement parce que les dieux du cinéma avaient été très gentils avec nous et qu'on était encore vivants. Alors aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont partis. Nicole est partie, Anouk, Jean-Louis. Donc c'est bien qu'on leur rende hommage. Et vous savez, un homme et une femme a changé la vie de tous ceux qui l'ont fait. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment plus qu'une pensée pour tous ces hommes et ces femmes qui ont participé à un homme et une femme. On va penser à eux en écoutant quelques notes de la toute dernière chanson qu'a écrit Francis. Chanson magnifique, hein, qui a d'ailleurs également été interprétée par Nicole Croisille avec Calogero. On l'écoute.
les plus belles années d'une vie, celles que l'on a vécues sans rien, celles qui nous ont donné envie, juste le temps d'être terrien. Les plus belles années d'une vie, celles que l'on n'a pas vues passer. On a soufflé tant de bougies. Maintenant, viens, allons danser. Et là, on repartait sur le thème d'un homme et une femme. C'est émouvant, évidemment. Ce sont les dernières notes de Francis, la voix de Nicole. Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. C'est ta philosophie, ça. C'est la philosophie, et c'était surtout celle de Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui, un jour, a eu... Et c'est vrai. J'ai aujourd'hui 87 ans, et je ne me suis jamais autant amusé. Si vous voulez, chaque âge a ses plaisirs. Ce sont des étapes. Voilà. Bon, évidemment, je me rapproche de la ligne d'arrivée. Je la vois de plus en plus, mais j'ai envie de croire que c'est le jour de gloire pour nous tous. J'ai envie de croire que c'est une récompense, que ce grand départ est une récompense et peut-être une promotion, parce que je crois à l'éternité. Voilà, donc je ne suis pas pressé. Vous voyez, je vais essayer de jouer les prolongations et les tirs au but, comme au football. Voilà, c'est le moment le plus passionnant, mais c'est vrai que c'est la seule certitude qu'on a tous, c'est qu'on va tous aller au même endroit. Alors, puisqu'on a la certitude d'aller tous au même endroit, autant y aller en chanson. Voilà. Mais tous ces grands musiciens, tous ces grands chanteurs, tous ces grands acteurs, grâce à toi, ils vivent à jamais dans le cœur de millions de gens. Tu les as rendus immortels. Est-ce que tu en as conscience de ça? Non, heureusement. Vous savez, mon inconscient a fait plus de choses que ce rationnel dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je n'ai pas compris comment Si on m'avait dit un jour je ferais 51 films, je ne l'aurais jamais cru. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de filmer. Vous savez, je pense que vous avez vu certains de mes films. Il y a les super-héros et les super-salauds, ça existe que dans les films américains. Dans la vie, on a tous les qualités de nos défauts. Tous. Un beau personnage, c'est un personnage qui a autant de qualités que de défauts. Et je dirais même, souvent, ces défauts sont encore plus photogéniques. La vie est un jeu. C'est un jeu extraordinaire. C'est le plus beau de tous les jeux. Avec des rebondissements incroyables. Mais comme dans tous les jeux, les emmerdes viennent des tricheurs. Il y a beaucoup de tricheurs. Voilà. Et ce sont ces tricheurs, en plus, qui sont photogéniques. Parce que les tricheurs, ils sont plus sympas que les autres. Il faut absolument qu'ils vous embrouillent. Vous voyez, ils sont plus charmants. Ils ont plus de succès auprès des femmes. Voilà. Et donc, c'est ce mélange entre les braves gens et les enfoirés qui fait que la vie est le plus beau de tous les spectacles. Voilà. Et c'est ce spectacle que j'essaye de filmer, en sachant très bien que ce spectacle, il est comme la météo. Et d'une seconde à l'autre, on peut passer du beau temps au mauvais temps. Voilà. Donc, si vous voulez... j'en finis pas de m'émerveiller. C'est formidable. J'ai 7 enfants, 8 petits-enfants, et je suis triste quand je vois que l'époque actuelle les rend tristes. Voilà. Moi, je suis dans l'émerveillement permanent parce que j'en finis pas d'être étonné par ce que j'entends, par ce que je vois. Ce petit moment-là qu'on est en train de passer entre nous, ça fait de mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, j'en profite autant que vous. Voilà. Et donc, c'est un échange permanent. Ce sont ces échanges. Le cinéma est merveilleux parce qu'il filme l'éternité. Grâce au cinéma, Belmondo, De Funès, Gabin sont toujours parmi nous. Oui. Voilà.
Donc, grâce au cinéma, grâce à ces donc, n'ayez pas peur de vous filmer les uns les autres. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de gens qui filment. Nous sommes tous des cinéastes, tous. Vous savez, nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre mémoire, c'est quoi votre mémoire? C'est une salle de montage. C'est ce qui reste quand on a tout coupé. Voilà. Et ce soir, quand vous allez vous endormir, si certains pensent à ce petit moment que nous avons passé, quelles sont les phrases que vous allez garder et quelles sont les musiques que vous allez fredonner? Ça, il n'y a que vous qui le savez. C'est le résultat de votre montage personnel. Ben, mon cher ami, mon cher Claude, je voudrais, au nom des millions de gens que tu as rendus heureux, te dire un immense merci. Merci Claude Lelouch. Et merci à toi d'avoir fait une très belle synthèse de ces 60 ans de cinéma. C'était pas facile, hein, il y en a tellement. Alors on ne peut pas se quitter sans chanter Un homme et une femme, mais à une condition, c'est qu'évidemment vous la chantiez avec nous. Vous avez compris, les paroles, c'est d'Abada, donc ça va aller. Voilà, allez, on va chanter Un homme et une femme pour se quitter, pour rendre hommage à Claude Lelouch, à Francis Lay et à Nicole Croisgy, que j'embrasse très fort, là où ils sont. Comme nos voix badabada, chantent tout babadabada, dabadabada, nos cœurs y voient badabada, comme une chance, comme un espoir. Comme nos voix badabada, nos cœurs y croient badabada. Encore une fois badabada, tout recommence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est Une belle histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame Du hasard. comme nos voix badabada, dabadabada, nos cœurs en joie badabada, dabadabada, on fait le choix badabada, dabadabada, d'une romance qui passe là. Chance Qui passe là. chance pour toi et moi, badabada, dabadabada, toi et moi, badabada, dabadabada, toi et moi,